Alors, merci de ces paroles, c'est assez touchant. On est très heureux, Albin Jacques et moi, de pouvoir venir vous présenter ce travail. La petite présentation qu'on va faire sera en deux parties. Je vous parlerai de la genèse du travail, pourquoi j'ai commencé ce travail. Je vous parlerai un peu des sources rapidement, et puis vraiment du travail de botaniste, puisque je suis botaniste responsable de l'herbier cantonal. Et puis ensuite je passerai la parole à Albin, qui lui est linguiste et vous parlera des problèmes de linguistique, des problèmes de langue qui vous intéresseront probablement beaucoup plus que ce que je vais vous lire. On m'a posé la question, plusieurs personnes ici ont posé la question, comment et pourquoi avoir commencé un tel travail? Alors, vous avez rappelé assez rapidement les problèmes de nomenclature. Nomenclature, c'est ce qu'on désigne, nous, sous le nom de nomenclature, c'est-à-dire toutes les appellations scientifiques. Et vous avez relevé que c'était un fouillis. Pas tout à fait, mais c'est bien assez compliqué comme ça. Et une plante, normalement, a un nom valide. Mais en fait, comme les plantes ont été décrites par différents botanistes venant de différentes régions, ils ont donné chacun un ou plusieurs noms à cette plante, noms en deux parties, depuis 1753. Et en fait, depuis le début du XXe siècle seulement, on a décidé qu'une plante devait n'avoir qu'un nom, et c'était le premier nom qui lui avait été donné qui était valide. Et alors, un des travaux principaux que j'ai à faire en tant que responsable de l'herbier, c'est justement de débrouiller toutes ces affaires de nomenclature. Et puis, dans l'herbier, on trouve un certain nombre d'échantillons qui portent des étiquettes avec un nom patois et un nom patois seulement. Et alors, lorsque c'est une pâquerette ou une tulipe ou quelque chose comme ça, c'est facile de trouver le nom actuel. Mais lorsqu'on est dans les FNAS, par exemple, c'est extrêmement compliqué, ce sont des espèces très difficiles à différencier les unes des autres, et toute aide nous est évidemment utile, et en particulier, le nom patois peut nous donner des indications. Mais voilà, quand on va regarder dans ce qui est publié, on ne trouve pas le nom patois qui est indiqué sur l'étiquette. Alors on se dit qu'on va chercher dans une autre source, puis on s'aperçoit qu'il y a un nom un peu semblable, pas tout à fait le même, etc. Donc on se retrouve avec une multitude d'indications qui parfois, pour une personne qui ne pratique pas la langue, paraissent contradictoires. Donc, pour que ça soit utile pour le travail de classement de l'herbier, il fallait regrouper toutes ces sources et faire quelque chose qui permette de travailler, en faire un outil de travail réellement. Alors, en regardant ça, parce qu'on a à la bibliothèque quelques ouvrages de patois, on a quelques sources qui sont, les premières datent de 1764, et la dernière c'est 2006, c'est le nouveau dictionnaire de patois, ou je ne sais plus exactement son titre, le nouveau dictionnaire de Dubout, la deuxième édition. Donc 2006, ça représente quand même 242 ans d'indications, 242 ans au cours desquels la langue ou la graphie peut avoir pas mal changé. Les sources principales sont, alors, justement, les articles de Décopé et Ricou en 1764, où ces auteurs ont fait, en fait, le travail inverse. Parce qu'ils travaillaient pour la Société économique de Berne, et il s'agissait de savoir quels étaient les noms patois des plantes qui étaient cultivées, pour pouvoir trouver le nom latin et le comparer éventuellement avec le nom bernois ou du Bas-Simultan. Donc ils ont fait le travail exactement contraire, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'ils ont couvert pratiquement tout le canton.
Et puis, en 1836, Rodolphe Blanchet a publié, sous les auspices de la Société vaudoise des sciences naturelles, qui est l'éditrice de ce livre, a publié un catalogue des plantes qui croissent naturellement dans le canton de Vaud, et il a fait précéder ce catalogue d'une liste des noms patois des plantes, en précisant qu'il s'est inspiré du glossaire du doyen Bridel. Et lorsqu'on regarde le glossaire du doyen Bridel, qui a été publié par Louis Favrat en 1866, on s'aperçoit qu'il y a de très grosses différences. Alors c'est très curieux que le glossaire de Bridel montre des différences telles avec les indications que Blanchet dit y avoir pêché. Et on s'aperçoit qu'en fait, Bridel a fait deux glossaires, deux gros glossaires, dont les deux manuscrits, évidemment, et dont l'un a été publié par Blanchet, alors que... publié par Favrat, alors que c'est l'autre que Blanchet avait consulté. Blanchet est un botaniste, sa liste est intéressante, malheureusement la typographie en a été parfaitement bâclée et cet ouvrage est bourré de petites coquilles. Les U se sont transformés en N ou des choses comme ça, si bien que c'est un peu difficile d'être extrêmement sûr. Une autre source alors importante, je viens de l'évoquer, c'est Bridel, c'est le glossaire de Bridel publié par Favrat en 1866, qui est intéressant aussi pour le botaniste, puisque Bridel s'intéressait à la botanique, et que Favrat, tout professeur de français qu'il était, a été un de mes lointains prédécesseurs, puisqu'il était conservateur adjoint au musée botanique cantonal, et il était chargé des excursions. Donc, du point de vue botanique, cet ouvrage est extrêmement précieux et précis. Une autre source, c'est le nomenclateur botanique patois. Le nomenclateur botanique patois, c'est une source manuscrite qui est déposée aux archives cantonales vaudoises et qui m'a été prêtée par M. Gilbert Coutat, le directeur des archives. Et ce nomenclateur botanique vaudois a essayé de regrouper des noms de plantes venant à peu près de tout le canton, mais essentiellement et voilà que ça m'échappe, la région de Dommartin. Alors, ce nomenclateur botanique patois a été considéré comme étant l'œuvre d'un dénommé Clavel de Braun par Jean-Jacques et Gauchat, mais il semblerait que ce soit un ouvrage de Jacques-Louis Moratel, et qui, vers le fin du XIXe siècle, éditait un journal d'agriculture avec quelques rubriques, semble-t-il, patoises. Je n'ai jamais vu ce journal. Oui, il s'appelle patois. Pardon? Il s'appelle patois, il a composé des textes, il a des chansons et des poèmes. Moratel. Oui, je crois qu'il a habité Orbe dans le temps. Oui, il a été pasteur à Orbe. Voilà. Ouais. Et puis la dernière source, alors, qui est intéressante, c'est un monument, à mon avis, c'est le glossaire du patois de Blonay, de Madame Louise Audin, et qui a publié ce monument en 1910. Alors, Madame Audin est extrêmement précise dans les mots concernant la vie de tous les jours, les objets familiers, mais elle est malheureusement, alors, totalement vague en ce qui concerne les plantes. Elle parle, par exemple, de sortes de plantes, ou bien espèces de plantes, ce qui n'est pas très facile ensuite à déterminer, mais avec les autres sources, en regardant un peu si ça se ressemble, nous permet, pour finir, de dire si elle a désigné telle ou telle plante.
Alors, effectivement, cette diversité des sources, là j'ai parlé de 5, il y en a 15 autres, nécessite, du point de vue botanique, des vérifications qui parfois se sont avérées totalement impossibles. Et je vais juste évoquer un peu les vérifications principales que j'ai dû faire ou les conditions dans lesquelles j'ai dû faire ces vérifications. D'abord, les imprécisions dans les sources, je l'ai évoqué. Par exemple, Madame Audin, à propos de maroute, dit que c'est une plante qui ressemble à la camomille et qu'il y en a une espèce à fleurs noires bleuâtres. Alors, ce qui peut ressembler à la camomille, c'est, si vous voulez, une espèce de marguerite avec la partie jaune qui est un très fort relief. Mais il n'y a pas de marguerite qui a des fleurs noires bleuâtres. Donc là, il faut vérifier et on s'aperçoit que ce qui peut ressembler le plus à la camomille comme plante médicinale, etc., c'est la cotule. Et l'autre espèce désignée sous le nom de maroute est probablement une scrofulaire, c'est-à-dire quelque chose qui n'a botaniquement strictement rien à voir. Il y a un autre cas également, par exemple la segogne, c'est la ciguë. Or, il y a 3 ciguës. Il y a la petite ciguë, la grande ciguë et la ciguë aquatique. Donc, de quelle ciguë est-il question? Alors là, on se dit, bon, Madame Audin habitait Blonay, il y a peu de zones humides, et s'il y en a, elles sont trop en altitude pour avoir la ciguë aquatique, donc on supprime cette possibilité. On regarde si, du point de vue écologique, ça peut être la grande ciguë, et pour finir, on dit, ben non, c'est probablement la petite ciguë. Une autre imprécision, par exemple, Décopé et Ricou, à propos de conoïette, disent que c'est le crocus comestible, c'est-à-dire le safran. Or, ils décrivent très précisément le crocus printanier. Donc, on est obligé de considérer que le conoïette n'est pas le safran, d'autant que le safran n'était pas cultivé dans le canton de Vaud. Une autre condition dans lesquelles des vérifications devaient être faites, c'était les modifications scientifiques. On a parlé de ce fouillis de la nomenclature botanique. Évidemment, la botanique n'est pas une science statique, ça évolue beaucoup, ça évolue aussi avec les nouvelles techniques. M. Gay a évoqué les techniques ADN, mais on restera au niveau botanique sans partir au laboratoire. Et on verra par exemple que le Tucho, vous excuserez ma prononciation, elle n'est peut-être pas exacte, mais enfin, voilà, c'est ce que je lis. Le Tucho, c'est l'aconite. Mais l'aconite, au début du XXe siècle, et a priori encore plus au XIXe et avant, il y avait 3 espèces d'aconite. Il y avait l'aconite Tulou, l'aconite Antora et une 3e espèce. Et l'aconite Tulou, maintenant, a été divisée en 5 espèces. Donc, on est obligé de regrouper toutes ces 5 espèces sous le nom de Tucho. La biole aussi, le bouleau, qui s'appelait avant le bouleau blanc, a été divisé en 2 espèces. Maintenant, le bouleau à rameaux pendants et le bouleau pubescent. Donc, lorsqu'on voit ces termes dans les sources, on essaye de le rapporter à l'une ou l'autre espèce, puis si on n'y arrive pas, on dit que c'est le bouleau, c'est tout. Un autre cas, c'est le ioué,